Annyeonghaseyo, hello! Est-ce que vous aurez la référence si je vous dis Ni hao fanchen? Si vous ne l'avez pas et que vous avez eu la désagréable impression que je viens d'insulter l'intégralité de votre arbre généalogique, c'est probablement que non. Et ça tombe bien, parce que ça va être notre sujet du jour. Vous l'avez probablement deviné au titre de la vidéo, mais aujourd'hui on va parler d'un phénomène que j'ai décidé de nommer l'exode gegeesque. Et si vous vous demandez ce que c'est un phénomène qui consiste à commencer petit à petit à regarder plus de dramas chinois que de dramas coréens, alors qu'il y a 2 ans, vous mangiez du drama coréen matin, midi et soir. Comment ça, je parle du vécu? Et si vous pensiez que c'était potentiellement une mode ou une passion un peu temporaire, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon sens, c'est pas le cas et ça risque peut-être pas de changer de sitôt. Petit disclaimer quand même avant de commencer, la plupart des raisons que je vais énoncer sont des raisons personnelles pour la plupart. J'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux pour récolter un peu vos avis également en amont, mais je vais surtout me baser sur mon ressenti personnel et sur ce que moi j'ai pu constater. Donc si pour vous ça ne correspond pas forcément à vos raisons à vous, ou au contraire vous êtes toujours aussi fan de K-drama et vous regardez pas du tout ces dramas, et ben je vous laisse les commentaires pour m'expliquer pourquoi est-ce que vous préférez les K-dramas aux C-dramas ou l'inverse. Mais voilà, pas la peine de venir m'insulter ou je ne sais quoi. Les raisons que j'ai évoquées sont purement personnelles, ça se base uniquement sur mes ressentis et ce que j'ai pu constater. Alors une des raisons qui est revenue le plus souvent, que ce soit dans justement les sondages que j'ai pu faire ou même quand j'ai fait moi-même ma petite liste, c'est la durée des épisodes. Quand j'ai commencé les K-dramas, je suis arrivée sur le tard, je suis arrivée plutôt vers 2018-2019, mais quand j'ai commencé à regarder des K-dramas et que du coup je regardais les fameux dramas de 2016 à on va dire 2021, on avait des dramas assez longs avec des épisodes qui duraient souvent entre 50 minutes et 1 heure. Et surtout des séries qui étaient relativement longues aussi, puisqu'on avait souvent des séries qui allaient de 16 à 20 épisodes. Donc ça nous laissait vraiment le temps de nous immerger dans la série, de nous attacher aux personnages, de développer les intrigues. Et c'est aussi ce qui rendait les K-dramas un peu plus intéressants que les séries américaines qui, elles, finalement, avaient des épisodes de plus en plus courts avec un nombre de saisons à rallonge. Et forcément, y a des séries pour lesquelles ça marche et des séries pour lesquelles tu te dis ça aurait clairement dû s'arrêter après la saison 2. Et c'est aussi ce que j'appréciais dans les dramas coréens, c'est qu'on avait une seule saison et après on passait à autre chose. Voilà, ça finissait, 20 épisodes, boum, c'était la fin de l'histoire, t'avais tout et hop, tu passais à un autre drama. Et depuis 2021, avec l'arrivée du coup de Squid Game et du coup l'arrivée de Netflix dans l'industrie coréenne qui a commencé un peu à mettre ses gros doigts américains partout, on constate que au niveau des K-dramas, on a des épisodes en termes de longueur qui sont toujours plus ou moins aussi longs. On n'a pas trop changé, on est plutôt autour de 45-50 minutes, mais ça n'a pas trop changé. Par contre, en termes d'épisodes, ça devient rare aujourd'hui de trouver des K-dramas qui dépassent les 14 épisodes. En général, on est entre 8 ou 14. Ça fait 8, 10, 12 ou 14. Forcément, quand on est arrivé dans les K-dramas et qu'on est habitué à des séries de 16 à 20 épisodes et que d'un coup, au lieu de 16 épisodes, t'en as plus que 8, et bah ça fait que les scénarios sont beaucoup plus compacts, qu'on a moins le temps de s'attacher aux personnages. On est tout le temps un peu en haleine, on a envie d'avoir la suite. Ça, c'est plutôt bien, mais du coup, on arrive à la fin de la série, on est essoufflé. Et il s'est passé trop de choses, on n'a pas eu le temps de débriefer. Et du coup, aussi, souvent, tout tombe sur la fin, parce que c'est le principe, quand tu cours un sprint, souvent, à la fin, tu t'écroules.
de fatigue. Et ben les K-dramas, c'est pareil. Sur 7 épisodes, ils vont être nickel, et sur le 8e, il y a une pierre. Mais on en reparlera, mais ça a contribué aussi. Mais du coup, effectivement, bah, qui dit série plus courte dit aussi plus d'utilisation de clichés pour éviter d'avoir des scénarios qui sont trop complexes à développer en 8 épisodes. Et du coup, ça crée malheureusement chez les spectateurs, donc nous, un certain sentiment de lassitude. Et également pour parler aussi du mode de diffusion, les K-dramas ils se reposent sur 2 modes de diffusion en général. On a soit le mode Netflix qui va sortir tous les épisodes d'un coup, et tu te fais ton binge-watch quand tu veux dans la semaine, souvent dans le week-end du coup. Et tu as le mode industrie coréenne qui te sort 1 ou 2 épisodes par semaine sur du coup une certaine période de temps. Et du coup, tu as un rendez-vous fixe dans la semaine. Mais du coup, il faut combler la semaine. Parce que souvent, les gens ils regardent des séries le soir en rentrant chez eux. Et quand t'as que 2 épisodes par semaine, ça veut dire que t'as 5 jours où il se passe rien. Du coup, t'as tendance à multiplier le nombre de dramas que tu regardes. Et au bout d'un moment, tu te perds totalement et tu sais plus ce que t'es en train de regarder. À moins d'avoir une application qui te permet de savoir, genre TV Showtime, qui te permet de te dire, voilà, telle série j'en suis là, telle série j'en suis là. Sinon, tu te perds. Et c'est aussi un problème. Mais personnellement, pour moi, c'est un problème parce que je regarde des séries tous les jours et donc avoir seulement 2 épisodes par semaine quand je regarde un K-drama, c'est frustrant. Du coup, on a tendance à attendre que tout soit sorti pour tout binge-watch d'un coup. Mais du coup, au niveau des chiffres pour les dramas coréens, ça fait plonger leurs chiffres parce que du coup, les gens regardent plus au moment où ça sort et donc du coup, ça a aussi un impact sur les thèmes des dramas qui sont choisis. Parce que plus t'attends pour regarder un drama, moins tu participes au streaming du drama et donc plus les labels se disent, en fait, les gens aiment pas, quoi. Personne regarde. C'est le serpent qui se mord la queue un peu. A l'inverse, pour le coup, les dramas chinois m'ont toujours paru beaucoup trop longs. Je veux dire, on a des épisodes qui durent entre 45 et 50 minutes, mais on a aussi entre 40 et 50 épisodes. C'est très très long. Moi, l'image que j'en avais avant de commencer, c'est que c'était trop long, qu'il y avait beaucoup d'épisodes filler, parce que forcément, tu peux pas développer une intrigue aussi longtemps. Et qu'il y a beaucoup effectivement d'épisodes du coup qui servent à rien et du coup il y a beaucoup de vide. Et en fait, une fois que j'ai décidé de me lancer dedans, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle les épisodes sont aussi longs, c'est déjà parce qu'ils ont des génériques qui durent entre 1 minute 30 et 2 minutes. Alors ils sont magnifiques, hein, je dis pas le contraire, mais c'est long. Et aussi parce qu'ils prennent le temps de vraiment bien développer les personnages et les intrigues. On va en reparler aussi, mais ils jouent sur des thèmes et des genres que la Corée aborde beaucoup moins et qui demandent pour le coup beaucoup plus de world building. Et du coup, ça justifie un peu la longueur des épisodes. Si vous deviez choisir entre une industrie qui vous propose des formats de plus en plus courts, de plus en plus simplifiés et de plus en plus codifiés, et à l'inverse, une industrie qui vous propose des formats qui sont toujours aussi longs, toujours aussi stables, avec des scénarios complexes et un world building travaillé, on sait vers qui on va se tourner. Concernant le rythme de publication, la Chine a plutôt tablé sur un rythme qui est assez soutenu. En général, le jour de démarrage de la série, on a 3 ou 4 épisodes d'un seul coup. Donc souvent, il y a beaucoup de séries qui démarrent le week-end parce que du coup, le samedi, ils vont nous donner 3 ou 4 épisodes à regarder dans la journée. Et ensuite, on a entre 1 et 2 épisodes par jour. Ce qui crée pour les spectateurs une sorte de rendez-vous quotidien. Voilà, tu finis ta journée de travail, tu te mets dans ton épisode de drama chinois. Et du coup aussi, tu vois moins le nombre d'épisodes passés. Parce que oui, il y en a 40, mais vu que toi, t'en regardes 1 ou 2 par jour, au final, quand t'arrives au bout des 40, t'as pas vu le temps passer. Parce qu'il s'est passé 40 jours et voilà, quelque part, enfin, entre 20 et 40 jours du coup. Donc t'as pas vraiment vu le temps passer. Et aussi, certaines plateformes proposent ce qu'ils appellent des fast pass, où en fait tu peux payer un abonnement pour débloquer tous les épisodes en avance. En général, ils débloquent le fast pass à une semaine de la fin. Donc c'est généralement quand les 30 premiers épisodes sont sortis, ils vont lâcher le fast pass pour que les gens puissent avoir les épisodes du coup 31 à 40 en avance.
mais t'es pas obligé de le faire, tu peux continuer à ton rythme ou pas. Donc quand t'es un peu comme moi et tu regardes des séries tous les jours et tu aimes bien binge-watcher, c'est assez pratique le rythme chinois parce que du coup t'as toujours quelque chose à regarder. Alors la raison numéro 2, du coup, je l'ai un peu teasé juste avant, c'est effectivement les genres et les thèmes abordés dans les deux pays. Donc du coup, la Chine a su tirer pour moi son épingle du jeu grâce à deux genres très particuliers qui sont les xianxia et les wuxia. Alors, pour faire la différence, les wuxia, c'est les séries qui vont se baser sur le thème des sectes et des arts martiaux. Et les xianxia, c'est les séries qui sont basées sur des mondes fantasy avec des créatures mystiques, des démons, des immortels. Enfin, dès qu'il y a du surnaturel, ça va être catégorie xianxia. Quand il n'y en a pas et que c'est uniquement basé sur les méridiens, les sectes et les arts martiaux, c'est du wuxia. Et c'est un peu les deux genres qui ont permis à la Chine de tirer leur épingle du jeu parce que c'est les deux genres les plus populaires actuellement. Alors la Corée a tenté un peu d'arriver sur ce terrain-là. On a eu Alchemy of Souls qui est, je pense, parmi mes dramas coréens préférés. Mais voilà, c'est clairement pas là qu'ils ont décidé de mettre le plus gros de leurs efforts. Et du coup, souvent, vous remarquerez que les gens qui se tournent principalement vers les dramas chinois, c'est pour ce genre de contenu. Et en même temps, qui n'a pas envie de regarder un contenu qui est beau, avec des effets spéciaux magnifiques, des costumes incroyables et des décors. Mais ça me donne vraiment envie d'aller en Chine pour genre voir tout ça de mes propres yeux en fait, parce que c'est des vrais décors. Donc quelque part, quand t'es amateur de fantasy, c'est clairement pas dans les K-dramas que tu vas te lancer. Côté de la Corée, pour moi, du coup, très personnellement, les seules séries que je vais vraiment regarder du côté coréen, c'est les thrillers. Parce que si vous voulez une série qui va être capable de vous retourner complètement le cerveau au point où vous vous demandez si la vie vaut la peine d'être vécue finalement, c'est clairement les Coréens qui sortent du lot. Les Coréens ont toujours été très forts dans tout ce qui est thriller psychologique et un peu mystère. Euh, je pense que dans mon top coréen, on va retrouver les séries genre Devil's Judge, Vigilante, Mouse, enfin, que des séries un peu comme ça où vraiment jusqu'au dernier épisode, tu ne sais pas comment tu t'appelles. Tu penses que tu sais, et en fait, dans le dernier épisode, on t'apprend que pas du tout. Mais on va pas se mentir, ce qui a fait la popularité des dramas coréens, c'est les dramas romantiques. Et pour être tout à fait honnête, je pense que c'est un genre qui est en train de s'essouffler. Les dramas coréens manquent beaucoup et cruellement de renouveau sur leur dernier drama romantique, au point où si vous regardez les commentaires qu'on a sur les derniers dramas romantiques, les gens apprécient l'histoire, mais au bout de 6-7 épisodes, le soufflet commence légèrement à retomber et généralement les gens sont déçus par la fin. Est-ce que ça a un lien avec le fait que Netflix est venu mettre ses petites mains américaines dans l'industrie du K-drama avec Squid Game et que maintenant ils essayent de faire des dramas pour un public plus large, notamment un public américain? Peut-être. J'avoue que ça me manque l'époque où on devait attendre 8 ou 10 épisodes avant qu'ils se tiennent la main et que maintenant à l'épisode 8 on a quasiment des scènes à moitié dénudées. Oui, ça me manque. Voilà. Parce que du coup, en fait, j'ai l'impression de voir un peu des séries américaines, mais avec des acteurs coréens, quoi. Et j'avoue que bah, c'est aussi ce que j'apprécie maintenant dans les dramas chinois, c'est que bah, avant qu'ils passent le premier pas l'un vers l'autre, il peut y avoir 15-16 épisodes, quoi. Donc, pour les fans de dramas de la première heure, les C-dramas ressemblent vraiment au tout premier K-drama qu'on avait, quoi. Après, encore une fois, c'est une question de goût, puisque les dramas coréens qui sortent maintenant sont beaucoup plus populaires quasiment que les dramas qui sortaient à l'époque. Donc visiblement, ça plaît. Ils ont atteint leur but, qui était d'atteindre un nouveau public. Maintenant, le public qui savait déjà. Enfin, voilà. Pour donner un peu une comparaison, j'ai
que j'ai remarqué. L'industrie des K-dramas romantiques se rapproche de plus en plus de l'industrie des films Hallmark et je sais pas du tout si c'est une comparaison flatteuse ou pas ou pas. Le troisième point dont j'avais vraiment envie de parler et qui pour moi justement appuie cette idée que le comment dire l'exode on va dire risque d'être permanent, c'est la promotion des séries. Si vous ne regardez pas de drama chinois, vous passez à côté de beaucoup de choses. Là où les dramas coréens vont justement reprendre un peu le système à la Hollywood de promotion de films, où vous allez avoir des émissions de variété ou des interviews un peu comme à la Netflix, on va dire, où ils sont sur un canapé et une personne hors champ leur pose des questions, qui est un très bon système de promotion. Voilà, enfin je veux dire, ils font les fameuses conférences de presse pour parler aux médias, ils vont faire ces interviews-là et ces émissions-là pour parler aux fans. C'est un système qui marche et qui plaît ou plaît pas. Personnellement, j'en regarde jamais. Quand je tombe sur des extraits, c'est parce que je scrolle sur Instagram et que je vois les extraits. Mais je pense que j'ai jamais regardé une seule conférence de presse ou une seule émission de variété dans laquelle euh, un acteur faisait la promotion de sa série. Tout simplement parce que c'est un format télévisuel qui du coup se rapproche, comme j'ai dit, du modèle Hollywood. Et c'est intéressant, je dis pas le contraire, je veux dire la Corée a toujours fonctionné comme ça. Mais, et c'est là où la Chine s'est totalement démarquée, la Chine joue énormément sur les réseaux sociaux. Quand un drama chinois sort, vous allez voir fleurir un nombre impressionnant de challenges TikTok, de vidéos qui recensent les meilleurs moments de la série, les plus belles scènes ou les scènes un peu romantiques que les fans attendent. Vous allez avoir énormément aussi de vidéos des behind the scenes, souvent un peu les bloopers, et vous allez avoir des vidéos un peu thirst trap de certains acteurs ou certaines actrices pour faire monter un peu la hype sur la série. L'industrie chinoise, c'est vraiment taper, on va dire, sur la nouvelle génération et leur montrer ce que le public a vraiment envie de voir. Personnellement, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui travaillent dans les labels chinois, qui ont des fan accounts et qui regardent ce qui marche sur les réseaux, quel acteur devient populaire, quel chip devient populaire, et ils font leurs petites vidéos et ils les postent sur du coup l'Instagram ou le TikTok de leur entreprise. Mais ça vient de fan accounts parce qu'il y a vraiment des choses que je vois passer dans la promotion où je me dis jamais, mais jamais ça passerait, que ce soit en France ou en Corée, ça passerait jamais comme de la promo quoi. Un peu à l'image aussi du fanservice thaïlandais, pour ceux qui regardent aussi des séries thaïlandaises, la Chine, elle a construit un écosystème autour de la série. C'est-à-dire que ils font des cérémonies de lancement de la série. Donc là où je sais que les dramas coréens souvent mettent des photos de la session de lecture où on voit les acteurs en train de lire leur texte, les dramas chinois, ils ont vraiment une vraie cérémonie avec un ruban qui découpe et tout, pour annoncer le début du tournage. Pendant le tournage, il y a des jours spécifiques où les fans ont le droit de venir près du plateau pour rencontrer les acteurs, avoir des interactions un peu en mode fan meeting. Et du coup, effectivement, à la fin de la série, ils font énormément de fan meeting, de challenge ensemble, soit pré-filmés, soit filmés en live, du coup. Ils font des lives aussi. Donc ils ont vraiment créé tout un écosystème autour des dramas chinois qui te donne l'impression que tu fais partie de la série à partir du moment où elle est annoncée, signée, actée, jusqu'au moment où elle arrive sur ton écran et au moment où elle se termine. Donc c'est quasiment, tu peux suivre une série quasiment sur 2 ans. C'est un peu... en fait, c'est assez drôle, mais ils ont plus suivi le modèle K-pop que K-drama. Dans le sens où on a vraiment cette impression que tu suis... tu peux suivre une série pré-début. C'est un peu marrant à dire, mais c'est un peu ça. T'as l'impression que tu peux vraiment suivre une série de ses pré-débuts jusqu'au moment où elle disbande quand elle se termine, quoi. Mais du coup, pour faire une comparaison un peu plus sérieuse, euh, les K-dramas ont adopté un modèle qui est très télévisuel, alors que les C-dramas suivent plutôt le modèle YouTube. Et on sait tous que la génération qui regarde des dramas,
C'est pas la génération qui passait son temps devant la télé. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, si vous ne suivez pas un média qui vous donne les K-dramas qui sortent, vous ne savez pas ce qui sort jusqu'à ce qu'il y ait une série qui prenne le vent en poupe et tout le monde fait des édits dessus. Ou alors c'est parce qu'il y a un acteur ou une actrice qui est particulièrement connu qui joue dedans. Mais sinon, si vous ne suivez pas les pages spécifiques sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas ce qui sort en Corée. C'est-à-dire que là, par exemple, on est au mois de mars, fin mars, et je suis au courant de 2 dramas qui sont sortis ce mois-ci parce que je les ai vus partout. Mais les autres, ils sont totalement passés sous silence. Alors que je sais actuellement qu'il y a au moins une dizaine de dramas qui sont encore actuellement en train de sortir. Il n'y en a que 2 que je vois passer sur les réseaux. Le dernier point dont je voulais parler, on en a déjà beaucoup parlé du coup il y a 2 semaines pour vous. Pour moi ça date d'il y a quelques jours. Mais du coup, les dramas verticaux. Encore une fois, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, les dramas verticaux c'est vraiment une porte d'entrée vers le monde des dramas chinois. Et même si la Corée est un peu en train de rattraper son retard, puisqu'en ce moment il y en a pas mal qui sortent depuis la Corée, ils ont pris du retard. Et du coup, aujourd'hui, même si tu ne regardes pas de drama chinois, tu as quand même vu passer soit des extraits de drama chinois, soit des pubs pour des dramas verticaux. Et souvent, c'est en chinois. Donc même si tu n'es pas comme moi complètement dans le monde des dramas verticaux, tu as forcément vu passer des extraits de dramas verticaux chinois quelque part. C'est plus rare de tomber sur des extraits de dramas verticaux coréens, il y en a, mais c'est plus rare. Et je pense que quelque part ça contribue aussi à ce déséquilibre en termes de promotion dont je parlais, puisque du coup, encore une fois, la Corée arrive sur ce marché-là, mais ils ont un gros retard à rattraper puisque la Chine est déjà là depuis 2013. En conclusion, pour moi, les dramas chinois ont vu que le système coréen commençait à défaillir et ils se sont engouffrés dans la brèche, proposant du contenu qui est qualitatif, stable. Et même si effectivement ils ont toujours un gros problème de censure que la Corée n'a pas, je trouve que justement la censure chinoise, on va en parler un petit peu puisqu'elle existe, elle permet au drama chinois d'être plus créatif. Parce que du coup, vu qu'ils ont la censure et qu'ils doivent absolument la respecter, ils sont obligés de trouver de nouvelles manières d'exprimer leurs idées, ou en tout cas de nouvelles manières de dire ce qu'ils veulent dire, passant sous la censure. Là où la Corée n'a pas de problème de censure, et du coup n'a pas besoin de trop se creuser les méninges, s'ils veulent faire passer une idée, ils y vont tout droit. Là où la Corée a toujours le dessus, par contre, c'est sur le merch. Parce que si vous voulez vous procurer les OST de vos dramas préférés, c'est possible. Et comme ils ont fait avec la K-pop, quand vous achetez un OST de drama, vous avez dedans des photocards des acteurs, un mini photobook, le fameux CD et souvent des petits goodies qui viennent de la série en plus. Alors je vais pas vous le cacher, la Chine le fait aussi. Vous avez des peluches souvent qui sont extraites de la série et des packs de photocards à collectionner. Sauf qu'on n'a pas de revendeur en Europe. Du coup, soit vous décidez d'acheter ça sur AliExpress ou Temu, et donc passer par des sites qui sont pas très recommandables, soit vous passez par les sites officiels et vous avez des frais de port qui sont absolument exorbitants. Donc, si quelqu'un voit cette vidéo, habite en Europe et décide de lancer un commerce où ils permettent aux gens d'acheter depuis l'Europe, je veux bien investir dans le projet ou être votre plus grosse cliente. Voilà, vous me dites, moi les deux c'est possible. On se retrouve sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram pour parler un peu de ce qu'on binge-watch en ce moment, que ce soit K-drama ou C-drama, je parle des deux de manière parfaitement équitable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus drama chinois ou drama coréen, si vous êtes d'accord ou pas avec les raisons que j'ai énoncées, si vous en voyez d'autres dont je n'ai pas parlé et qui pour vous vous paraissent très importantes. Je suis sûre qu'il y en a plein. Et sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye!